va essayer de peser, mais on n'en sait rien si on réussira ce qu'on a envie de faire. On a envie, d'une certaine manière, on a envie d'être là pour dire on vous emmerde. Quand le vous emmerde, c'est cette classe de dominance, c'est cette classe de politiciens, de réactionnaires, conservateurs ou ultralibéraux, et on a envie d'être dans un endroit où a priori on n'est pas invité en fait. Alors allons-y, parlons-en, tout ce que vous venez de dire, reprendre la main sur les salaires, lutter contre la hausse des prix à la consommation, interdire les activités polluantes. Ça veut dire tordre le bras du patronat, reprendre le contrôle de certains secteurs clés, vous l'avez dit. Comment on fait ? C'est ce qui nous manque en fait. C'est la force pour le faire. Mais après, le problème, c'est que là, vous avez peut-être des idées, une stratégie pour ça. Ben nous, c'est la révolution maintenant. Comment ça se construit, comment ça se fait précisément. Mais l'inverse, c'est comment on fait si on fait pas ça. On a la démonstration que ça n'arrive pas. C'est qu'on a eu la gauche, la droite, on a tout eu, et puis pas que la France. Et en fait. Quelle que soit l'alternance, c'est les mêmes attaques, c'est les mêmes reculs sociaux. Donc il y a un truc, à un moment donné, on peut discuter du système. C'est pas qui gouverne, qui est devant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la machine qu'il y a derrière. Et il y a des gens pour lesquels on vote pas. C'est le pouvoir économique, c'est Total, c'est Bolloré, c'est tous ces gens-là qui en plus prennent tous les médias parce que comme ça c'est plus pratique. On fait sa propre propagande, on fait ce qu'on veut. On a une police qui va jamais faire chier un patron qui est licencié. On va jamais vérifier l'illégalité d'un licenciement. Nous, Ford, c'est quand même terrible, c'est que la justice, elle a dit je suis incompétente pour savoir si Ford a le droit de vous licencier. Résultat, on est licencié. Le match nul, il n'existe pas. On est vraiment dans une société où il y a le souci de ce côté-là. Donc on fait la démonstration, ou le capitalisme fait la démonstration qu'il est de toute façon profondément injuste, que son seul intérêt, son seul souci, c'est la rapacité, se faire du pognon, et donc c'est une classe qui s'enrichit. Et puis voilà. Donc du coup, c'est logique qu'on puisse discuter de ce système-là qu'il va bien falloir transformer. Un peu comme en 1789, la féodalité faisait faillite, elle faisait la démonstration que Louis XVI et tous ces gens autour, là, ils servaient plus à rien, c'était des parasites qui vivaient bien, mais il y avait une misère. Bon, il y a eu une révolution. Parce qu'à un moment donné, on dit oui, il y a un système, c'est pas juste Louis XVI qu'on guillotine, c'est qu'il y a un système qu'il faut transformer. Et là, aujourd'hui, on est un peu dans cette situation-là, de comment on arrive à transformer ce système. Et est-ce que vous avez dit, nous, notre réponse à la révolution, elle est légitime, cette réponse, mais en attendant, il s'agit aussi de ne pas totalement faire perdre espoir aux gens. C'est-à-dire qu'en attendant que la révolution advienne, il faut quand même lui donner un peu une petite germe à planter. Est-ce qu'on peut imaginer, justement, dans le système tel qu'il est aujourd'hui, mais avec un gros coup de pied dans la fourmilière, que des mesures, d'une certaine manière, transitoires puissent être mises en place, et est-ce que vous pourriez les assumer, notamment sur le système économique, notamment sur la question de nationalisation, d'expropriation, de re-rendre public certaines activités, voilà. Est-ce qu'on pourrait déjà, sans totalement transformer sans arriver à la révolution, et notamment sans avoir l'appui de l'ensemble du reste, par exemple, des pays européens, comment on fait d'ici pour tenter des choses? Et avec quels outils? Non, mais c'est sûr que si on discute de l'horizon de la révolution, on se dit que on n'y est pas arrivé encore et que ça va être compliqué. Et en attendant, après c'est toujours, ça revient quand même à une question de rapport de force. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des mesures qui neutralisent quand même pas mal les possédants. Et donc c'est pour ça que nous on discute beaucoup de services publics et on discute de socialisation. Le système bancaire pour nous doit être socialisé. C'est pas une mesure en soi qui transforme, qui renverse le capitalisme, mais c'est une mesure qui peut sacrément contrecarrer les appétits, de rapace financier, et en même temps de redonner du contrôle et du pouvoir à la population. Donc tout ce qui est service public, c'est déjà ça, c'est des mesures transitoires en fait. Service public de l'énergie, parce qu'on a bien vu qu'ils sont incapables de régler la question de la crise climatique. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? Il faut enlever les moyens de nuire aux capitalistes. Donc il faut des outils publics et qui puissent permettre de planifier. Il y en a d'autres qui parlent de planification pas mal à gauche, mais nous on pense que c'est la planification, ça va de fait avec la question de la socialisation, ou en tout cas de l'expropriation et du contrôle par la population. Et il faut qu'on se dote d'outils qui permettent de répondre aux urgences écologiques ou sociales, ou même démocratiques. Et les transports, on est pour un service public du transport, avec la gratuité du transport, même si ça commence à se faire. Donc nous, on pense qu'il peut y avoir des réponses politiques, mais en fait, c'est des réponses que la gauche a complètement abandonnées. Parce qu'aujourd'hui, même à Bordeaux, on leur parle de service public ou de dispensaires de santé dans les quartiers, ça leur fait peur.
La gauche aujourd'hui, elle est gênée de ça. Alors qu'il y a une époque, les années 70, on n'a pas tous vécu ça, mais il y avait quand même, c'était dans les revendications de la défense des services publics, l'importance du statut, enfin du respect des revenus, des conditions de travail, de la protection sociale. Tout ça, c'est parti. Et la gauche aujourd'hui, elle a complètement intégré un discours libéral et ultralibéral. Donc voilà. Donc c'est ça. Nous, on pense qu'il y a au moins ces mesures-là qui seraient une première étape dans une société qui pourrait commencer à répondre aux besoins. On va essayer de peser, mais on n'en sait rien si on réussira ce qu'on a envie de faire. On a envie d'une certaine manière, on a envie d'être là pour dire on vous emmerde. Quand le vous emmerde, c'est cette classe de dominance, c'est cette classe de politiciens, de réactionnaires, conservateurs ou ultralibéraux, et on a envie d'être dans un endroit où a priori on n'est pas invité en fait. Voilà, c'est un endroit qui est pas fait pour nous. Il y a d'ailleurs le filtre des 500 parrainages, c'est bien fait pour supprimer tous ceux qui n'ont pas d'élus, tous ceux qui en tout cas leur compliquer la vie et de passer 8 mois sur les routes pour pouvoir avoir le droit de participer à une élection. Parce qu'on a le droit, nous, NPA, de participer aux législatives ou à l'élection municipale comme à Bordeaux, par exemple. Mais par contre, la présidentielle, on n'a pas le droit, a priori. Il faut aller chercher le ticket. Donc du coup, ça nous motive en disant, on va essayer de franchir ces barrages-là et de s'inviter à un banquet où ils sont entre eux. Bon, ça, c'est la première chose. Après, est-ce que le fait d'y être, ça sera vraiment efficace? On n'en sait rien. On espère. Et en règle générale, on a une petite expérience depuis les années 70 entre Alain Krivine, Arlette Laguiller, Olivier Besancenot. On sait que ça a quand même une certaine utilité qu'il y ait des militants révolutionnaires ou anticapitalistes de ce qu'on appelle l'extrême gauche. Et on espère qu'en étant là et en faisant exister un autre camp social, en dénonçant le capitalisme, en essayant de discuter de perspectives de lutte sociale, de comment on peut prendre nos affaires en main, s'organiser, on espère que tout ça puisse compter, ça puisse justement inverser un peu les choses, par rapport à l'ambiance qu'il y a. Il y a les réactionnaires, tous les salopards, enfin tout ce monde qui veut nous dominer, et nous on essaie quand même d'être là pour dire mais regardez, il y a autre chose. Voilà, donc c'est après à la fin de la campagne on verra si on a été un peu efficace. Vous faites ma transition parfaite, Mathieu, puisqu'il y a d'autres moyens. Oui, et qui connaissent un certain essor, notamment ce qu'on appelle, Christophe, la méthode thermique avec des slips et des anneaux. On va tout vous expliquer, vous allez comprendre. Avec Youmni Kezouf, on est allé à Montpellier tous les 2 mois. Le planning familial organise des sessions de formation. Ça existe déjà à Paris, à Grenoble notamment, mais à Montpellier, ça vient de se lancer, c'est depuis cet été. Et celle qui nous a accueillis, c'est elle, Gersande Marceau, une sage-femme. Après le premier confinement, il y a eu plein de mails, de demandes hyper spontanées de personnes qui sont venues se rapprocher du planning familial pour demander si on faisait les suivis de contraception. C'est en plein boom. Ouais, c'est ça, c'est en plein boom. C'est plus tabou et ça en devient presque à la mode en fait. Presque maintenant, c'est moi je sais, j'ai un pote qui l'utilise. Juste à côté de la salle de réunion, il y a un cabinet médical où Gersande reçoit ceux qui souhaitent plus d'infos et il faut leur apprendre pas mal de choses. C'est une contraception qui n'est pas sous prescription médicale en fait. Donc, en tout cas moi mon rôle c'est essayer de donner le plus d'informations possible. Il y en a qui découvrent ce que c'est un spermogramme et qui sont surpris qu'il faut vérifier quand même à la base l'état de leur fertilité. Quand on montre des fois un anneau ou un slip et qu'on leur dit il faut le mettre 15 heures par jour. Alors déjà il y en a qui sont tout de suite c'est le jet de genre, t'as juste dit un truc, t'as l'impression que déjà tu leur as coupé la moitié des testicules. Il y en a aussi qui sont surpris de dire franchement c'est hyper contraignant et puis ça doit être hyper désagréable. Genre, tu t'es déjà mis un stérilet au cuivre au fin fond de l'utérus, tu t'es jamais posé la question si c'était hyper agréable et hyper sympa, voilà. Gersande fait parfois des formations sur la contraception masculine dans les lycées et les réactions des garçons sont plutôt extrêmes. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des malaises dans la classe. Genre un mec qui tombe de sa chaise, un qui devient tout blanc et qui demande à sortir. Excusez-moi madame, je peux aller aux toilettes. Alors il est 18h30, les premiers participants arrivent. Ça va ? Ouais. Ce jour-là, ils sont une douzaine et ce qui frappe tout de suite, c'est qu'ils sont plutôt jeunes, voire très jeunes. Ils ont ce jour-là entre 24 et 40 ans. Bienvenue à tous ceux qui sont là tous ceux et celles qui sont là pour la première fois. C'est chouette de vous voir. Gersande commence par expliquer les différentes méthodes de contraception thermique. Un nom compliqué, mais vous allez voir, c'est assez simple. La particularité, en fait, toujours, c'est l'anneau qu'il y a au milieu. Donc, dans le slip, il y a un anneau. Ça, c'est le jockstrap. Il y a toujours l'anneau au milieu. Voilà, hop, qu'on porte comme ça. Et puis, il y a aussi un anneau en silicone aussi qui existe, qu'on peut acheter aussi sur Internet.
Et en fait, c'est dans tous ces moyens de contraception, le plus important, en fait, c'est l'anneau. L'anneau, il consiste à passer la verge à l'intérieur de l'anneau, le scrotum, donc la peau des testicules, et les testicules vont rester à l'extérieur, enfin, vont pas passer dans l'anneau et vont revenir se plaquer près du corps et à l'intérieur, juste à l'entrée des canaux inguinaux. Et le fait qu'elle reste voilà, à l'intérieur du corps, comme ça gagne en température, ça arrête la spermatogénèse. Il faut par ailleurs porter toutes ces techniques-là 15 heures par jour pendant minimum 3 mois pour qu'elles soient considérées comme un moyen de contraception efficace. Alors ce soir-là, dans ce groupe, il y a des gens qui sont déjà contraceptés, comme un certain Jean, vous allez le voir, et il est plutôt ravi. Je pratique la contraception thermique depuis un peu plus d'1 an. Pour moi, c'était une révolution. C'était vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut diffuser, quoi. C'est très important. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un côté bon sang, qu'est-ce que c'est facile. Ouais. C'est une purée de révolution. Julien, que vous voyez, il fabrique ses propres slips contraceptifs entièrement faits maison. C'est une méthode de fabrication basée sur les soutiens-gorge. On va prendre le soutien-gorge, le retourner, on enlève l'armature à l'intérieur et on remet les bretelles pour qu'elles tiennent un anneau. Et du coup, j'ai osé la couleur. Et après, vous êtes prêts? Vous êtes vraiment prêts? Non, vous n'êtes pas prêts, je crois. Vous n'êtes pas prêts. Mon préféré. Vous êtes chaud? Allez. Bouillard. On se prend au jeu de faire des assortis, de se faire des modèles. Tu te contraceptes, en plus tu fais des jockstraps avec de la dentelle. On est dans une déconstruction de la masculinité là, du coup. On est dans une déconstruction et reconstruction de la masculinité parce que moi c'est un truc qui, comme je l'ai dit, m'a même fait de la confiance. On parle quand même d'appareil génital, on parle de l'intimité masculine et tout ça. C'est un truc, il y a 2 ans, je me serais jamais imaginé en parler autour d'une table avec plein de gars que je connais que par ce biais-là en plus, quoi. Pourquoi? Parce que c'est trop intime? Parce qu'entre garçons, on parle pas de choses aussi intimes? Je pense qu'il y a un vrai tabou en fait là-dessus. Il y a vraiment, c'est une chose qu'on n'aborde pas. On l'aborde pas ni dans la scolarité, ni au quotidien, ni dans la vie de famille, ni. C'est une chose qu'on garde sous secret. La contraception, dans un espèce d'imaginaire collectif, c'est un truc de gonzesse. Et en fait non, parce que jusqu'à preuve du contraire, il faut être 2. On réouvre d'anciens parchemins et on reprend cette quête-là vers, je sais pas, peut-être plus d'égalité, une masculinité beaucoup plus douce. Parmi les nouveaux, il y a Tom, il a 26 ans, il est intéressé, mais il a quand même quelques doutes. C'est un peu flippant de voir, j'ai l'impression que c'est quand même une façon de vie qui change. C'est des contraintes. C'est des contraintes, mais je pense que c'est aussi beaucoup d'avantages et... Il n'y a pas de contrainte. Ça va pas changer ta façon de vivre. Rien du tout. Ouais. Je parle pas de contraintes négatives. Je pense que c'est juste une manière différente d'agir. Tu vois, genre par exemple, c'est comme si t'as jamais porté de slip de ta vie, te dire que tu dois porter un slip tous les jours. C'est une nouvelle chose, sans forcément que ce soit positif ou négatif. Je pense quoi qui t'a amené à t'y intéresser, si c'est pas indiscret d'ailleurs. Ma copine a enlevé le stérilet aujourd'hui. Ouais. Et à 15h, mon coloc m'a dit qu'il allait à une réunion justement pour ça. Viens avec moi. Et tu dis si je suis indiscret, mais elle le sait ta copine que tu fais cette réunion du coup? Ouais. Et ça l'intrigue ou Ah, elle m'a bien motivé à venir. Le lendemain matin, on avait rendez-vous avec Eddy Buchert, on l'a vu, c'est un des membres du groupe. Rendez-vous dans l'appartement de sa copine à l'heure du petit déjeuner, directement dans sa chambre à coucher. Tous les matins, quand je me réveille, je prends mon petit anneau je pose là en fait le soir quand je me couche, au moment du coucher, je le pose sur la table de nuit. Concrètement, je suis sur le bord du lit, je me lève, je l'attrape, je me mets debout, je passe du coup la verge en fait dedans, j'attrape la peau du scrotum en fait et en la tirant mécaniquement les testicules par le manque de place en fait dans la poche vont remonter en fait dans les poches inguinales et hop elles sont au chaud, elles sont en haut et je peux commencer ma journée. Et ça fait pas mal, grande peur de beaucoup de gens quand ils entendent parler de ça. Pas mal. Alors forcément, on a eu envie de savoir ce qu'en pense sa compagne. Elle s'appelle Julie et au départ, c'est elle qui en a parlé à Eddy. Moi, j'ai appris l'existence de l'anneau et de ce moyen de contraception-là sur des fils Instagram. Et j'en ai parlé évidemment autour de moi. J'en ai, je crois, vachement parlé à Eddy. Et donc ça vient de vous? Ouais.
Et quand c'est arrivé, évidemment, j'étais super contente parce que c'était vraiment un poids, la contraception pour moi. J'avais pas envie de reprendre la pilule, j'avais pas envie d'avoir un stérilet. Donc c'est vrai qu'il y a eu au milieu une IVG pour moi. Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça ouvre? Ça permet de se libérer d'une grosse charge mentale, déjà, d'un gros stress à chaque fois d'avoir des grossesses non désirées. Julie qui comprend vraiment pas pourquoi si peu d'hommes s'y mettent. On vit dans une société patriarcale et tout tourne autour de finalement cette paire de testicules. Et là, venir toucher à ça, venir toucher à ce privilège-là, à demander de les remonter, c'est inconcevable pour la plupart des hommes. Pour le coup, l'expression porter ses couilles n'a jamais été aussi bienvenue. Faites-le. Bref, Mathieu, ton enquête t'a conduit dans une ferme dans les Landes. Oui, Valentine, plus exactement, à la ferme agroécologique de Baudonne. Elle est gérée par Emmaüs. Le jour où on y est allé, il y avait 7 femmes détenues, des femmes condamnées pour des peines longues. Elles bénéficient d'un aménagement de peine dans cet établissement où elles pratiquent le maraîchage. C'est d'ailleurs un endroit qu'Éric Dupond-Moretti est allé visiter début septembre. Direction donc Tarnos, dans les Landes. La ferme est située, vous le voyez, en pleine nature. Il n'y a pas de mur d'enceinte, tout juste une petite clôture qui sert à protéger les cultures. Bref, rien ici ne ressemble à une prison. Des structures de ce type, il en existe quelques-unes en France, gérées notamment par Emmaüs, mais celle-ci, qui a ouvert il y a un an, elle est particulière. C'est la seule qui accueille des femmes. Avec Bérénice Gabriel, on a été accueillis au petit matin par cet homme. Il s'appelle Gabi Muesca. Gabi, c'est le directeur de la ferme Emmaüs Baudonne et il nous a fait visiter. Vous voyez que les fenêtres sont sans barreaux, c'est quand même un signe. Et pour des gens qui ont connu la prison, je peux vous assurer que c'est appréciable. On est sur des fenêtres normales. Voilà, on est sur des fenêtres normales, dans un lieu normal. Un lieu d'habitation, un lieu de vie. Voilà. Donc ici, c'est la pièce de vie. Ici, c'est l'endroit où on mange. Ça, c'est le salon, avec la partie soirée, où les unes et les autres, certaines vont dans leur chambre pour téléphoner à leur famille, pour être toutes seules, mais d'autres viennent ici, soit jouer ici à des jeux collectifs, soit regarder la télé, soit danser aussi. Il n'y a pas, j'allais dire, de confort provocateur, c'est ce que je considère le degré minimum de conditions d'accueil, dans la dignité des personnes. Et dans le couloir de la ferme où passent les employés comme les détenus, il y a ce grand tableau. C'est le programme des activités et des tâches collectives. L'après-midi, c'est tout ce qui est du domaine de l'intégration socio-professionnelle, culturelle, etc. Et, par exemple, il y a les activités culturelles qui sont proposées, mais aussi, vous voyez, il y a des rendez-vous avec des médecins, des divers spécialistes. Sur les 7 femmes qu'on a ici, je suis persuadé qu'au moins les 2 tiers vont retenir, intégrer dans leur présent et leur avenir des choses extrêmement positives qui leur permettront de retrouver une juste place dans la société. Mais je sais que s'il n'y a pas des lieux comme ça, eh bien c'est du 100% de récidive. En tout cas, c'est des conséquences catastrophiques pour nous tous. Alors ici, rien ne ressemble évidemment au décor habituel de l'univers carcéral, mais ces femmes sont sous écrou, elles ne peuvent pas sortir sans supervision. D'ailleurs, la semaine avant notre reportage, une d'entre elles est sortie du périmètre et Gabi Muesca a dû la signaler à l'administration pénitentiaire. Pourtant, ces femmes, Gabi Muesca préfère les appeler des résidentes plutôt que des détenues et n'allez surtout pas lui dire qu'il dirige une prison. C'est même l'anti-prison ici. C'est-à-dire que notre travail au quotidien, c'est de muscler les ressorts d'humanité des personnes détenues en évitant justement les mauvais ressorts de l'humanité qui sont utilisés en prison. En prison, c'est le rapport de force, c'est la violence, c'est le mensonge. Gabi Muesca, il sait de quoi il parle. La prison, il la connaît bien. Cet ancien militant radical de la cause basque a lui aussi purgé une très longue peine. Le pire de la prison, c'est le temps qu'on vous prend. J'ai passé 17 ans de prison. J'étais pendant 17 ans dans 9 mètres carrés, comme un tas de viande, incapable de faire quoi que ce soit pour moi-même. Le temps que vous y passez est un temps perdu ad vitam aeternam. Ici, au contraire, le temps perdu, les résidentes, ne le voient pas vraiment passer. À 8 h le matin, elles sont déjà dans le potager en train de travailler. On a fait la visite de l'exploitation avec cette femme, Océane, une des détenues. Elle a passé 3 ans derrière les barreaux. Elle est arrivée à la ferme en avril. Ouais. Quand on a commencé en avril, on plante les tomates,
pour moi, ça, on a galéré. Quand j'arrivais ici, la première chose, je dis, ah, maintenant je t'ai libérée. J'ai contente. Je dis, mais je crois pas. Est-ce que vous avez encore l'impression d'être en prison, là? Non. Parce que quand j'ai arrivé ici, je laisse toutes les prisons derrière moi. Le passé, c'est passé. Je ne pense plus. À la ferme Océane a un contrat de 26 heures par semaine. On travaille dur pour planter, récolter, désherber. Elle touche le SMIC horaire, de quoi faire des économies avant la libération. C'est important d'avoir cet argent? Oui, pour moi c'est important. Pour préparer les sorties, pour avoir un logement, tout ça. C'est mieux pour moi. Et avec cet argent, j'ai acheté les vêtements, les baskets pour envoyer à mes enfants en Guyane et à ma mère aussi. Leur tuteur dans les champs, c'est ce monsieur on va voir qui s'appelle Alexandre. C'est le maraîcher. Il décrit un cadre de travail finalement assez banal. On se retrouve face à des gens, tout simplement, des personnes. Certes, avec certaines, avec des parcours assez compliqués, et donc voilà, des attitudes qui parfois peuvent être difficiles, mais bon, voilà, vraiment la grande majorité du temps, c'est comme si vous aviez des employés lambda, quoi, hein, tout simplement, avec un rapport humain tout à fait classique. Le midi, tout le monde se retrouve à table. Merci aux cuisiniers, aux cuisinières. Oui, merci. Les balances au marché. Pour les légumes, une grande comme ça. Avec ce jour-là une visiteuse extérieure, une ancienne détenue, Carole, partie de la ferme cet été. Elle revient, mais cette fois comme bénévole, pour aider à la ferme, pour conduire les autres résidentes à l'extérieur, pour leurs courses, pour leurs stages. J'ai eu le sentiment, quand je suis revenue ici, de rentrer à la maison. Donc ça vraiment, ça dénote un palier important avant la liberté, une sororité qu'on ne retrouvera pas entre les murs. Et voilà, ça fait partie de moi, quoi. Qu'est-ce que ça vous a permis de passer par ici? De reprendre de la matière, de la confiance en moi. Qu'on a retrouvé quelques heures plus tard derrière une caisse. Tous les jeudis après-midi, les détenus installent un stand et vendent leur propre production de légumes aux habitants de la région. L'ambiance est très détendue. On le voit, Océane s'est mis sur son 31. Je peux te dire que t'es bien vu, hein, parce que la vache, ça, je crois que c'est la première fois que je le vois. Hein. Non, je l'ai fini. Carole espère que ces moments d'échange avec les habitants peuvent permettre de changer le regard. De rencontrer, d'échanger un moment, ça leur permet de voir que on est comme tout le monde, qu'on s'est un petit peu cassé la gueule, mais que voilà, quoi, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Cette institution, aujourd'hui, avec ce passage-là qui a été le vôtre, vous en pensez quoi? Je vais avoir un avis forcément négatif sur la prison. Au fil du temps, passé en prison, on en perd le sens de la peine. Au départ, on comprend pourquoi on rentre, on réfléchit sur les actes, mais plus le temps passe, plus finalement ça peut générer de la colère en nous. On met trop en prison aujourd'hui? Ah ouais, on met trop en prison. Il y a des personnes qui sont en prison, qui sont en attente de jugement. Il y a des peines de plus en plus longues prononcées. C'est ni réparateur pour les victimes, c'est ni réparateur pour la personne qui a commis les actes. Une barquette à 2,50. Il a nous vraiment pas beau en plus. Celle-là, là. Celle-ci. Ah ouais. 23,69 €. Combien? 23,69 €. D'accord, hein, vous n'avez pas tout perdu. Fabienne habite à Tarnos, elle vient chaque semaine faire ses courses. Les gens qui sortent de prison sont souvent un peu laissés à l'abandon. C'est une façon de remettre le pied à l'étrier. Je trouve que c'est une excellente entreprise et moi, en venant chercher mes légumes, j'apporte une petite pierre à ce genre de choses et moi je trouve ça fabuleux. Alors les femmes qui sont accueillies ici, elles restent entre 4 mois à 2 ans. Le jour où nous sommes allés à Tarnos, l'une d'elles, Nanou, se préparait à sortir le lendemain. Depuis des mois, Nanou, elle a préparé soigneusement sa sortie. La veille, elle avait acheté des vêtements. Des petites choses comme ça, des petites jupes, des petits hauts à bretelles. Tous les vêtements que je portais en détention, je ne veux plus les porter. Je veux plus, parce que pour moi, il y a encore l'odeur de la détention et c'est une odeur qui m'insupporte. Voilà, je peux plus, j'accepte pas, quoi. Et j'ai envie d'être belle. De toute
simplement, quoi. Je serais sortie de la détention, je serais sortie comme ça, limite à la rue, quoi. Limite à la rue, sans papier, sans rien, et tout à refaire. Là, on a le fait d'être en réinsertion juste dans ce milieu-là, ça nous laisse le temps de la réflexion, le temps d'avancer. Nanou avait du mal à raconter son histoire, alors elle nous l'a fait écouter, un podcast enregistré par la radio de la ferme. Toutes ces années durant, il m'a forcé à me taire en menaçant les enfants. J'avais plus le droit de travailler durant 17 ans. Je lui appartenais. Pour me libérer de mon ex-mari, j'ai fait moi-même du mal. J'ai pris 10 ans de prison. Je regrette mon geste. La prison m'a totalement usée. Allongé, assis, allongé, assis, allongé. Je ne bougeais pas. Mon corps s'est usé, quoi. En 7 ans, un peu plus de 7 ans, mon corps il est cassé de partout, quoi. À la ferme, on l'écoute. Le corps, tu l'écoutes. Il y a du yoga, on fait il y a des activités, ils nous donnent la confiance. On est monté avec Nanou dans sa chambre pour finir les derniers préparatifs. Ça, c'est encore des papiers que je vais détruire. Je vais prendre un moment pour les brûler, parce que je ne veux plus les voir. Donc à la fin de votre détention, vous l'avez passé dans une chambre qui ressemble à une chambre dans une maison, sans barreaux. Il n'y a pas de barreaux. Il n'y a pas de barreaux, il y a tout. On est ouvert à la rue, à l'espace. Il y a vraiment à l'espace, à tout. J'étais bien. Ça va ressembler à quoi les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années? Alors ça, je verrai demain, parce que je sais qu'il y a déjà plein de surprises qui vont arriver. Et déjà le dentiste l'après-midi, tout de suite. Derrière, on va tout de suite attaquer. Ouais. Bah après le bonheur. Le bonheur, que ça. Vivre le bonheur et surtout ne plus être un objet de la justice et ni d'un homme. Être moi-même, surtout. Valentine, depuis notre tournage fin septembre, on a pris des nouvelles de Nanou. Elle va bien, elle s'occupe de sa santé, elle recherche activement un travail. Quant à Océane, elle est sortie elle aussi, elle a rejoint sa famille. Car en ce moment, dans plein de maternités en France, des sages-femmes sont en grève. Ces grèves durent depuis près d'1 an. Depuis janvier, elles se sont mobilisées 6 fois pour alerter sur leurs conditions de travail, leurs revendications, plus d'effectifs, un meilleur salaire et une réforme de leurs études pour rendre leur métier plus attractif. Dans un communiqué envoyé en début de semaine, les sages-femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis déplorent une hémorragie de sages-femmes dans leur maternité due au manque de reconnaissance, au manque de moyens, à la faible rémunération et au sous-effectif permanent. Justement, Célia, avec Bérénice Gabriel, vous avez rencontré les sages-femmes de La Fontaine. Oui, Valentine, ces sages-femmes, en tout cas celles qui le peuvent, se mettront en grève dès samedi. On rappelle qu'en France, 80% des accouchements sont réalisés par des sages-femmes. Elles font 5 années d'études et touchent 1 800 € net par mois en entrée de carrière. On est arrivé au petit matin à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Ici, la maternité gère 4 500 naissances par an. C'est une des plus grosses maternités de France, qui est aussi une maternité de niveau 3, pouvant accueillir des grossesses à haut risque. À 7 h du matin, c'est l'heure de la transmission en salle de naissance. L'équipe de nuit briefe l'équipe de jour sur les accouchements en cours. Ils sont nombreux et les situations personnelles compliquées. Toute seule aux voix basses à 5h41, où en gros, à la base, cet enfant, elle voulait pas le garder, elle voulait le confier à l'adoption, sauf qu'elle avait changé d'avis, parce qu'à la base, c'était plus pour des raisons financières, en gros. Elle a tout un parcours social très chaotique. C'est une dame qui vient de Côte d'Ivoire, elle a été mariée de force à 14 ans. Violence, mutilation sexuelle, elle s'est pas agressée en Libye sur le trajet pour venir jusqu'en France. Et elle a sa péri. Ouais, elle a une péri. Elle a des tensions aussi encore élevées avec ça. Ouais. Babette, Nadège et Louise se répartissent les salles. Ou alors, quoi? Moi, je veux bien prendre Madame Edouard. Je l'ai hospitalisée hier. Madame Edouard Edin, voilà, en salle de vie. Allez, c'est parti. Ça s'annonce comment du coup cette journée? Eh bien, c'est déjà rempli dès 7 h du matin.
Donc je pense que la garde va être chargée. Alors, touche un tout petit peu pour les épaules. Vas-y, tu peux faire la tête. Salut, Lisa. Vous venez la chercher? La porte 50. Félicitations. Félicitations. Bravo, bravo, bravo. Et là, c'est un peu votre cas compliqué de la journée, non? Oui, exactement. Il est en transverse, qui est une contre-indication à la voix basse par une manipulation externe. On va essayer donc de verticaliser l'enfant. Ça implique quoi pour vous si cette manipulation ne fonctionne pas, par exemple? Eh bien, c'est un départ en urgence en césarienne. Bonjour madame, je suis la sage-femme Louise. Il y a ce qu'on appelle un ralentissement prolongé chez une dame qui vient de passer en salle de naissance, ce qui montre vraiment là un mal-être fœtal et il faut aller en urgence puisque c'est un bébé qui doit naître dans les 20 prochaines minutes grand maximum. Ils vont aller en césarienne en urgence pour des anomalies du rythme. La matinée se termine, on fait le bilan avec Louise. Ça c'est encore rempli par rapport à ce matin. La salle elle est quasi pleine, il nous reste juste une salle de libre qu'on essaye de garder au maximum pour une potentielle patiente qui arriverait des urgences avec un accouchement imminent. C'est beaucoup de logistique en fait, on ne gère pas que nos patientes, on gère aussi toute l'activité en salle. Moi par exemple je suis la salle 3 qui a accouché à 5h40, donc normalement on les remonte au bout de 2 heures, sauf que c'est un bébé qui est né à 37 semaines, donc il se refroidit encore. On espère vite que ce bébé se réchauffe pour avoir une autre salle de disponible. En gros, du coup, on a 9 salles de naissance pour 3 sages-femmes. Et donc, par sage-femme, on gère en moyenne 3 patientes. Ce qui veut dire que quand je suis occupée, par exemple, avec un accouchement, je ne gère pas les saignements d'une patiente qui a accouché, je ne gère pas les ralentissements des cœurs des autres bébés, j'accompagne pas une patiente qui est algique, qui a besoin de soutien, je ne gère pas les angoisses d'une patiente, je ne gère pas la mort fœtale d'une patiente. C'est super dangereux pour nos patientes et les nouveau-nés. Voilà. Il faudrait combien de sages-femmes en plus? Idéalement, une patiente, une sage-femme. On va dire qu'il y a 8 salles actuellement, donc il faudrait idéalement 8 sages-femmes. 8 salles, 8 sages-femmes. Vous êtes 3. Ouais. Oui, c'est les 2h moins 20. Est-ce que vous avez eu le temps de manger? Non. Voilà. Est-ce que c'est prévu? Non plus. Pourtant, il y a un bon gratin au cèpe qui m'attend. Moi, je vais pas tarder à m'installer au 4. Et puis, il y a Victoire qui passe pour l'instant une dame, voire 2. Ouais, 2 dames. Donc la salle va continuer à se remplir. Sarah et Victoire, elles, accueillent les urgences gynécologiques et obstétriques. De leur côté aussi, c'est la course. La dame non suivie, elle est à terme, donc elle va être déclenchée. Ensuite, il y a 2 primis qui contractent et encore une dame non suivie, qui vient pour suspicion de séroconversion toxo. On est à... Je finis et il est 14h. Voilà. On n'a pas mangé. Ça, c'est comme tous les jours. C'est super. Voilà, et là, je crois que depuis ce matin, on a vu quoi? 15 dames, je pense? Je sais pas. Au moins une quinzaine. Parce que là, du coup, j'ai une grossesse non suivie on a fait la première échographie pour la première fois. Mais a priori, elle serait à terme, voire post-terme. Et quand on a une datation tardive comme ça, on n'a pas le choix, il faut qu'on déclenche le travail. Donc là, il faut que je fasse tout, en fait. De toute façon, je prélève tout. Je fais bilan de péri, machin. Il va falloir qu'on fasse une consulte NST en urgence. Là, c'est parti, quoi. Ouais. À l'étage, elles sont 2 sages-femmes à gérer les grossesses à haut risque. Depuis le début du mois, 8 lits ont été fermés, faute d'effectifs. C'est une des chambres qui a fermé. On ne peut plus recevoir de patientes ici, faute de sages-femmes. Il y a cette chambre-là, celle-ci également, cette chambre-ci, la 25 également, et après la 24 et la 23 aussi. Je sais qu'il y a une patiente qui devrait avoir un lit ici, qui attend au pré-travail. On a 3 patientes qui sont attendues là en fin de journée. On va pas avoir suffisamment de lits pour ces 4 patientes. Pourquoi ces 8 lits ont-ils été fermés? 28 à 2, c'est pas faisable. C'est trop dangereux pour nous, pour les patientes. Même avec 8 lits en moins, les journées sont intenses. Là, avec le service plein, on se dit ok, on va courir un peu toute la journée. Mais bon, on sait qu'on peut pas inventer une nouvelle sage-femme dans l'équipe, donc on fait comme on peut en espérant qu'il va y avoir des nouveaux recrutements. Les problèmes d'effectifs s'accumulent, les lits ferment et les plannings sont de plus en plus difficiles à remplir. C'est Anastasia qui s'occupe de les établir. Il y a une fuite du personnel des hôpitaux, il y a énormément de collègues qui s'en vont. Il y a aussi des anciennes qui s'en vont vers le libéral, qui prennent des temps partiels pour essayer de se réorienter. Alors que quand j'ai commencé il y a 8 ans,
C'était la course à la titularisation. Ça se traduit comment dans l'élaboration des plannings? En fait, on peut être amené à faire bosser les gens plusieurs week-ends d'affilée, sauf qu'en termes de vie privée ou de qualité de vie au travail, c'est clair qu'on est pénalisé. Sur un planning de 6 semaines, au maximum, je pense que les sages-femmes ont 25 heures sup fixes. Mais par ailleurs, ensuite se rajoute la liste des heures sup qu'on a sur une application où là sont listées toutes les gardes qui sont à reprendre en plus. Et en fait, la liste, elle est assez longue, 14, 15, 16, 17 gardes à reprendre. D'ici au 15 novembre. D'ici au 15 novembre. Hayat est venue rendre visite à ses anciennes collègues. Salut Hayat. Ça va? Elle a quitté l'hôpital il y a 1 mois après 5 ans de service. Elle est désormais en libéral. C'est chiant, c'est que t'as des vrais temps de récupération du coup. Après, on fait des grosses journées quand même. Je commence à 8h, je finis à 20h. Au moins, tu prends le temps que tu veux pendant ta consultation. Quoi. Non, franchement, ça fait vraiment du bien d'être partie. Elle garde un très mauvais souvenir de ses conditions de travail. Je me sentais vraiment hyper maltraitante et je me sentais maltraitée par les conditions de travail, par les glissements de tâches, par les procédures dégradées. C'est effectivement pas normal de pas réussir à trouver le sommeil avant 2h du matin. C'est pas normal de rentrer tous les soirs après une journée de travail et de réfléchir à est-ce que vous avez bien tout écrit, est-ce que vous avez bien tout fait, est-ce que vous avez tout bien prescrit. Vous vous êtes sentie abandonnée? Je me sens davantage abandonnée en tant que femme, aussi en tant que sage-femme, mais en tant que femme parce que moi je suis pas maman. Et quand je vois je constate les conditions dans lesquelles on travaille, franchement, j'ai peur d'accoucher. Je vais chialer, hein. C'est quand même terrible. J'ai une rage. Mais pourquoi on fait vivre des trucs pareils aux gens, quoi? C'est quand même invraisemblable. C'est long, les études de sage-femme. On demande à l'ensemble de la population de payer des impôts. On met ça s'appelle budget de l'éducation nationale. À côté, il y a le budget de la santé. Alors, entre les deux, quand on fout en l'air des petits jeunes comme ça, en l'espace de 1 an, 2 ans, elles peuvent plus travailler à l'hôpital, c'est combien d'argent de gâché au niveau de vie, surtout. Et de vie, d'argent, etc. Mais quand même, l'ensemble de la population a le droit de savoir qu'est-ce qu'on fait de leur argent. On peut pas faire exploser 5 ans d'études comme ça avec des gens qui avaient qu'une envie de faire ce métier-là. C'est dégueulasse. Je comprends même pas comment il n'y a pas de plainte en fait déposée aujourd'hui. Réellement. De la part des patientes? Des patientes et des sages-femmes. Mais comme elle le dit, elles sont clairement maltraitées. Elles peuvent même pas pisser. Dans quelle société on vit? Moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce film. C'est plus tolérable. Et je suis ravie finalement que le film... Notre parole, elle a été enfermée à double tour avec le Covid. Je voulais raconter ça depuis longtemps. On ne pouvait pas sortir. Aujourd'hui, là, on arrive à un moment qui est juste plus possible, qui est dangereux. Et donc j'espère que ce film va pouvoir aider et va faire que les pouvoirs publics vont se bouger, vont changer les choses là. Vont se bouger. Et puis c'est incroyable. Aujourd'hui, pardon de vous couper, mais quand même au début, il est très bien fait ton reportage et bravo et merci. Et tu vois au début quand même, c'est des gens qui sont dans des situations d'abandon du bébé parce que elles sont même plus l'argent ces femmes, etc. Et comment, imaginez là, comment ça les broie d'autant plus. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des bombes à retardement aussi dans un moment de telle fragilité que de les fragiliser encore plus et qu'elles voient elles-mêmes des femmes fragilisées par un système qui les broie. Moi, ça me rend dingue. Ça me fait, c'est plus tolérable. On continue avec le sujet de Célia parce que justement il y a une réponse politique à ça. Est-ce qu'elle est à la hauteur ou pas? Célia, tu nous détailles et puis on en parle juste après. Alors, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est discuté en ce moment même à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'annonçait le ministre de la Santé en commission la semaine dernière. 360 € net en moyenne par sage-femme hospitalière, c'est-à-dire 4 500 € net de plus par an. J'attire l'attention, je n'ai pas de souvenir qu'il y ait quelqu'un dans la fonction publique qui ait gagné d'un coup 4 500 € de plus. Alors, une promesse de 365 €, dont 100 € de primes, qui ne seront donc pas comptabilisées pour la retraite. C'est moitié moins que l'augmentation de 624 € par mois préconisée par l'Inspection générale des affaires sociales, et c'est beaucoup moins que ce que souhaite la profession. On a fait réagir à cette annonce Adrien Gantois, président du Conseil national des sages-femmes. Il bosse en libéral après plusieurs années à l'hôpital public. À l'heure actuelle, on a plus de 70% des sages-femmes qui sont en épuisement professionnel. Leur dire vous aurez 100 €, c'est honteux. On sent que vous êtes très énervé.
Oui, énervé parce qu'on n'a pas envie d'en arriver là, parce qu'on a envie de faire notre métier dans de bonnes conditions, parce qu'on aime notre métier, parce qu'on sait qu'on a une utilité, parce qu'on sait que les femmes nous soutiennent, parce qu'on sait que des groupes féministes aussi nous soutiennent, parce qu'on sait que derrière, il y a un... Enfin voilà, c'est pas un caprice, quoi. Vous demandez combien? Là, ce qu'on demande, c'est 250 points d'indice supplémentaires dans la fonction publique, ce qui équivaut à plus de 900 €. Comme les sages-femmes font de plus en plus d'actes, ils souhaitent revoir les décrets qui calculent le nombre de sages-femmes uniquement par rapport au nombre de naissances. Donc ce qu'on demande, c'est de revoir ces effectifs à la hausse. La profession de sage-femme a considérablement évolué entre 1998 et 2021, donc avec plus de compétences. Mais donc du coup, on n'est pas Shiva, quoi. Enfin, on peut pas tout faire, quoi. Enfin, il arrive un moment où on peut pas se dédoubler non plus. On est allé à l'Assemblée nationale pour rencontrer Thomas Meignier, député LREM, urgentiste et rapporteur général de la Commission des affaires sociales. C'est 365 € en plus. Alors j'entends qu'on veuille toujours parler des sujets en moins. Moi je vois le plus. Vous savez bien que pour changer leurs conditions de travail, il faut embaucher. Pour embaucher, il faut mieux payer. Avec 265 € brut plus une prime, qui va vouloir être sage-femme? Vous allez embaucher qui? Mais alors... Il faut rendre ce métier plus attractif, c'est ce qu'elle demande. Mais je crois qu'il est, ce métier, attractif. Je crois que sage-femme est connu et reconnu comme étant l'un des plus beaux métiers du monde. Oui, certes, parce qu'elle donne la vie, mais elle donne la vie dans des conditions où elles enchaînent les week-ends de garde, elles n'ont pas assez de temps pour s'occuper de leurs patientes, elles sont en permanence sur des chapeaux de roue, elles ont peur de faire des erreurs. Alors c'est un beau métier, mais c'est un métier qui n'est pas valorisé. Et moi je crois qu'il est valorisé, qu'il est reconnu, ce métier. Certes, c'est un travail qui est parfois difficile. Certes, il y a des situations d'urgence. Certes, il peut y avoir plusieurs situations à gérer en parallèle. Le métier de sage-femme, le métier de médecin, le métier de soignant, c'est quelque chose d'absolument formidable. C'est une vocation. C'est la mienne depuis l'âge de... C'est une vocation, il faut quand même être payé correctement, même si c'est une vocation. Et je crois... Il me semble qu'avec la revalorisation à laquelle nous procédons avec le Ségur de la santé, on reconnaît largement, on améliore la rémunération des sages-femmes. On a parfois l'impression qu'on devrait pouvoir régler en un claquement de doigts tout ce qui n'a pas été fait depuis 20-30 ans. Parce que la réalité, c'est que depuis 2017, on met des moyens comme jamais pour notre système de santé. Il est normal que quand vous proposez 365 € d'augmentation par rapport aux 624 préconisés par votre administration, il est normal qu'on vous pose la question de pourquoi si peu. Mais il est tout à fait logique qu'on puisse se poser des questions, il est tout à fait logique et sain qu'on puisse débattre. Après, il est tout à fait aussi logique et sain qu'on porte des mesures dans une soutenabilité financière pour notre sécurité sociale, pour finalement l'argent des Français. Oh là là, vous êtes énervé. Alors vous, carrément, vous avez fait ça, Chantal Guermont. Oui, on connaît le plus beau métier du monde. C'est un des plus importants métiers du monde, sûrement, puisque la naissance et la naissance de la nation, c'est le même mot, d'accord. Et à partir de la naissance, c'est la cellule familiale qui compose une nation. Et donc c'est là, effectivement, l'essentiel de ce que va devenir l'avenir de notre société. C'est au démarrage, on traite comme ça les femmes, les hommes et les bébés, et évidemment les sages-femmes, mais je commencerai quand même par la cellule familiale, et vous avez vu à quel point tout le personnel est en danger, les femmes, les bébés sont en danger dans les situations actuelles. Alors, c'est pas 300 €, alors que un pneu, le changement d'un pneu, c'est 800 €. Un bébé, quand même, ça vaut un peu plus qu'un pneu. Pourquoi est-ce qu'elles peinent à obtenir ce qu'elles demandent, selon vous, les sages-femmes ? Parce qu'elles ne peuvent pas réellement faire grève, contrairement. Vous pouvez pas reporter un accouchement. Vous avez bien vu qu'il y a même des déclenchements. Il y a des femmes qui sont même pas en route, qu'il faut absolument faire parce qu'il y a un vrai risque au niveau du bébé. Donc, quand vous n'avez pas ce moyen de pression-là, qui est de quitter carrément le poste, vous êtes obligé de marquer en grève, on vous retire le pognon et vous faites le boulot. Est-ce que c'est le summum, enfin, bien sûr, de l'humiliation. Est-ce que les sages-femmes, elles n'obtiennent pas ce qu'elles demandent, tout comme les métiers, donc ça fait partie des métiers du care qui sont essentiellement féminins, tout comme les métiers du lien, c'est aussi un autre débat en ce moment, les AVS, les AESH. Est-ce que ce sont parce que ce sont des femmes qui essentiellement pratiquent ce métier ? Alors, oui, bien sûr, mais c'est aussi parce que ce sont des métiers qui sont autour enfin, en tous les cas, le métier de sage-femme, que je connais bien, la puissance des femmes. Et tant que
on est l'accepte pas. Sous chapeau, sous domination, écrasées. Vous avez bien vu à quel point elles sont écrasées, à quel point elles ont peur. Hein. Évidemment que rien ne peut se passer comme ça. Donc, peut-être aussi que c'est parce que je suis sortie un petit peu de tout ça, que du coup je le comprends mieux, je vois ce qui se passe et je suis, comment vous dire, blessée. Parce que l'espoir qu'avaient mes collègues en choisissant ce métier, il a été progressivement grignoté, et puis d'un seul coup on a commencé à leur marcher dessus, puis d'un seul coup on les a, par rapport à ce qu'elles espéraient, c'est une forme de viol, ce qu'on est en train de faire aux sages-femmes actuellement. Et je ne peux pas rester dans mon coin et me dire, bah oui, mais moi ça y est, mon temps il est passé, je laisse mes collègues se démerder. Là, il se trouve qu'on me donne la parole, je la prends. Et puis il y a aussi une chose, c'est que c'est vrai que c'est plus difficile quelque part de militer quand on est une mère, parce que trouver du temps, vu que c'est quand même, c'est pas. Donc sage-femme et mère aussi. Voilà, et puis voilà, donc c'est vrai que tous ces métiers du soin, c'est aussi souvent des mamans, donc c'est compliqué en fait de trouver du temps pour militer, pour essayer de faire changer les choses en permanence, puisque là en tout cas il y a effectivement plus le choix. On arrive à une urgence. Et merci pour ce reportage et merci de nous le montrer. Et ce que j'aimerais, c'est que ces gens quand même réagissent. Ils se prennent pour qui? Moi, je me dis, il se prend pour qui ce monsieur-là? Sans déconner de nous dire ça. Moi, je les trouve complètement hors sol, quoi. Oui, c'est vrai qu'en étant mère, la disponibilité est moindre, bien entendu. Hein. Dans le documentaire, vous manifestez votre inquiétude sur les acquis des femmes. D'abord sur l'avortement, par exemple. Est-ce que vous craignez qu'il puisse à nouveau être interdit? Bien entendu. Vous avez démarré votre émission par Zemmour, par la droite et l'extrême droite d'ailleurs. Eh bien, oui, un régime d'extrême droite, une des premières choses qui serait retirée, ça serait les droits des femmes et bien sûr le droit à l'avortement. Ce qui vient de se passer avec Trump aux États-Unis et ce qu'on voit au niveau du Texas actuellement, mais c'est la preuve par A plus B là. Par l'exemple. Oui. L'autre question du film qui est centrale pour l'émancipation des femmes, c'est la place des hommes. Le gouvernement a augmenté le congé paternité de 2 semaines. Ouais. Bon, c'est pas bien. assez. Non, mais c'est très bien. Moi, je veux quand même merci, saluer. Oui, voilà. Non, mais bon, on va les politesses d'usage, mais on va quand même saluer. Est-ce que c'est au rendez-vous? Non, mais est-ce que c'est au rendez-vous de l'exigence en 2021 d'égalité réelle? Non, il faut tout simplement que le congé paternité, pour moi, soit l'égalité du congé maternité. Je veux dire, pourquoi les hommes n'ont pas le droit de rencontrer leur enfant? Je veux dire aussi, il faut repartir de ça, au-delà du point de vue du fait que ça aiderait à une égalité au niveau de salarial, puisque si un homme finalement par conséquent, ça aidera à ça, mais même d'un point de vue, il faut que les hommes aient le droit de rencontrer cet enfant. Pourquoi ils n'ont pas ce droit-là? Et nous, le droit d'être aidés, d'être épaulés dans ce moment-là. D'ailleurs, c'est même pas de l'aide, c'est normal. C'est prendre sa part. Voilà, c'est prendre sa part, tout simplement. Comme on le dit, enfin voilà, on a le droit d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Congé paternité qui, dans certains pays européens, est aussi important pour les femmes que pour les hommes, que pour les femmes qui portent et les coparents. Ouais. Oui, hommes ou coparents, bien évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Vous dites dans le film, quand on est une femme, on n'a pas le choix, on est obligé de militer, car nos acquis sont les premiers qui vont être retirés. Oui. Toujours donc à 6 mois de la présidentielle, vous avez une crainte réelle sur les acquis des femmes, que ce soit l'avortement ou autre chose? Chaque fois qu'il y a une élection, j'ai peur. Je trouve que les régimes démocratiques sont des régimes fragiles et je ne veux pas sortir d'un régime démocratique, entre autres pour mes conditions de femme. C'est bien clair que tous les régimes au monde qui ne sont pas démocratiques, la condition des femmes est bien pire que celle qu'il y a dans les régimes démocratiques. Donc, alors là, Doberman, je m'accroche à la démocratie comme une folle. Alors autant vous dire que quand je les vois arriver là à l'extrême droite, je sais exactement ce qu'il y a derrière. Et c'est non, non et non. Et je demande à toutes les femmes de faire très, très attention. Une petite question sur l'expérience de la contraception masculine, parce que ça aussi c'est pour l'émancipation des femmes. Vous racontez dans le film, on en parle parce qu'on a fait une émission contraception masculine mardi. Vous racontez l'expérience dans les années 80. Là encore, c'est quoi votre constat sur l'absence de contraception masculine en 2021, 40 ans après ces expériences dont vous parlez dans le film, rapidement? Alors, je pense que les moyens sur la recherche mis au niveau de la contraception masculine ne sont pas suffisants.
Par ailleurs, il faut quand même dire la vérité, c'est que la physiologie de la spermatogénèse est plus compliquée parce qu'un ovule, ça peut se bloquer, un spermatozoïde aussi, mais ça met quand même à peu près 6 mois. Ouais, 3 mois. Voilà. Entre 3 mais bon, ils sont et 6. fertiles toute l'année, tout le temps, les hommes. Les femmes, 3 jours par mois. Voilà. On pourrait quand même faire ce qu'il faut pour que ça avance. Mais vous pouvez avoir des ovulations intempestives à d'autres moments. Ok, des ovulations intempestives. Dernière question. Pourquoi votre rendez-vous dans le film, on vous voit en rendez-vous amical avec d'autres sages-femmes, c'est ça? Oui. Des amis. Oui. Pourquoi ça s'appelle La Tournante? Parce que c'est chaque... Inattendu. La tournante de poulet. Ok, la tournante de poulet. Alors, je vous expliquez-nous. Explique. Alors, vous saurez tout. Bah oui, voilà. En même temps, c'est dans le film, donc oui, on a envie de savoir. Alors, parce que c'est une fois chez l'une, une fois chez l'autre, etc. Voilà, c'est donc ça, on appelle ça une tournante à cause de ça. Et du poulet parce qu'on n'a pas les moyens du bœuf dans nos salaires, etc. C'est la viande la moins chère. Donc, on a fait le poulet. On a voté pour le poulet. Donc, à chaque fois, il doit y avoir une recette différente. Ça, c'est inventif. Il faut faire un bouquin. Donc, il faut être intelligente pour avoir sa place dans la tournante. Depuis plus de 12 ans. Alors, déjà, la place dans la tournante, c'est pas tout le monde. Hein. Bah, j'imagine bien. J'ose pas espérer en avoir une. C'est l'aristocratie de la sage-famerie. Bon, merci à toutes les deux. Aude Pépin, Chantal Birmont, votre documentaire À la vie est en salle depuis hier.